Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la politique agricole commune, la PAC. Aujourd'hui, on va passer à une série de questions-réponses pour bien réviser ensemble les points essentiels du cours. Puis on terminera avec un petit cas pratique corrigé pour t'aider à comprendre comment appliquer tout ça concrètement. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour suivre mon contenu. Petit rappel de la dernière leçon, on avait vu dans la leçon 4 que la PAC est une politique fondatrice de la construction européenne avec une place majeure sur les plans économiques, budgétaires et juridiques. On avait aussi étudié ses grandes réformes, son fonctionnement en 2 piliers et les enjeux récents liés à la qualité, la durabilité et la sécurité alimentaire. Allez, on commence tout de suite avec les questions-réponses. Pourquoi la politique agricole commune est-elle considérée comme l'une des politiques fondatrices de l'Union européenne ? Parce qu'elle occupe une place centrale à la fois économique, budgétaire et juridique. Elle a fait de l'Union européenne une puissance agricole mondiale, a longtemps représenté le premier poste du budget européen et génère plus de la moitié des actes normatifs adoptés chaque année. Quelle a été l'évolution du poids budgétaire de la PAC dans le budget européen ? La PAC représentait 76% du budget européen à la fin des années 80, contre environ 38% aujourd'hui. Pour la période 2014 à 2020, son budget s'élevait à 362 milliards d'euros, dont 64 milliards pour la France. Pourquoi la PAC a-t-elle souvent été critiquée sur le plan international ? Parce qu'elle reposait sur une logique interventionniste et progressiste et protectionniste, notamment via la préférence européenne, jugée contraire au libre-échange par les États-Unis et d'autres membres de l'OMC. Quelles ont été les grandes réformes de la PAC depuis 1992 et quels objectifs poursuivait-elle ? Les principales réformes sont celles de McSherry, 1992, l'Agenda 2000, Fischler de 2003 et le bilan de santé de 2009 et la réforme de 2013. Elles ont visé à privilégier la qualité plutôt que la quantité, renforcer la dimension environnementale et réduire l'interventionnisme européen pour s'adapter aux règles de l'OMC. Comment l'OMC influence-t-elle la politique agricole de l'Union européenne ? L'accord sur l'agriculture de l'OMC impose des contraintes fortes à la PAC, notamment sur les subventions et les aides à la production. Les négociations du cycle de Doha et l'accord de Bali de 2013 ont montré les blocages persistants entre l'Union et ses partenaires commerciaux. Quels sont les 5 grands objectifs de la PAC, définis par l'article 39, paragraphe 1 du TFUE ? Ils sont accroître la productivité, assurer un revenu équitable aux agriculteurs, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et maintenir des prix raisonnables pour les consommateurs. Ces objectifs, fixés en 1957, demeurent inchangés depuis la création de la PAC. En quoi la PAC dépasse-t-elle d'une simple logique économique ? Selon l'article 39, paragraphe 2 TFUE, la PAC a une dimension sociale. Elle vise aussi à protéger les conditions de vie des agriculteurs. Le juge européen y a également intégré la santé publique dans les affaires hormones de 1988 et vaches folles
de 1998 et l'environnement conformément à l'article 11 du TFUE sur le développement durable. Quelles tensions existent entre les différents objectifs de la PAC? La recherche de productivité a entraîné dans les années 80 des surproductions massives, les montagnes de beurre, les océans de lait, tandis que le soutien du revenu agricole a parfois conflité avec la stabilité des prix et le pouvoir d'achat des consommateurs. Comment l'article 38, paragraphe 1 du TFUE définit-il les produits agricoles? Il regroupe 3 catégories: les produits du sol, céréales, fruits, légumes, de l'élevage, viande, lait, œufs, et de la pêche. Sont aussi inclus les produits de première transformation directement liés à ces productions, à condition qu'ils aient une finalité alimentaire. Quelle évolution distingue la politique commune de la pêche de la PAC? D'abord intégrée à la PAC en 70 via une organisation commune de marché, la pêche est devenue une politique autonome en 83, dite Europe bleue, puis juridiquement indépendante à partir de 2003, après l'adoption de règlements spécifiques consacrant sa spécificité. Comment le traité de Lisbonne a-t-il modifié la procédure de décision dans le cadre de la PAC? Le traité de Lisbonne a instauré la procédure législative ordinaire pour les actes de base de la PAC. Le Conseil et le Parlement européen adoptent désormais conjointement les règlements relatifs au marché et aux aides. Avant 2009, le Parlement n'avait qu'un rôle consultatif, le pouvoir décisionnel revenant exclusivement au Conseil. Quel rôle conservent les États membres dans la mise en œuvre de la PAC? Les États membres restent chargés de l'application administrative des règles européennes, sous le contrôle de la Commission. Ils assurent chaque année un nombre considérable de contrôles garantissant l'effectivité de la PAC sur leur territoire. Quels sont les principaux instruments juridiques utilisés pour mettre en œuvre la PAC? L'Union dispose d'une liberté de choix entre règlements, directives, décisions ou recommandations, mais en pratique, c'est le règlement qui domine. Il garantit une application uniforme et directe dans tous les États membres, tandis que la directive reste marginale et les recommandations sont non contraignantes. Quelles étaient les caractéristiques du FEOGA avant 2007? Créé en 1962 et supprimé en 2006, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, FEOGA, comprenait 2 sections. La section garantie finançant les aides au marché à court terme et la section orientation finançant les mesures structurelles à long terme. Un fort déséquilibre existait, 87% des fonds étaient alloués à la section garantie. Quels sont les 2 fonds agricoles européens qui ont remplacé le FEOGA depuis 2007? Depuis le 1er janvier 2007, le FEOGA a été remplacé par le FEAGA, chargé des aides directes et du soutien des marchés, et le FEDER, FEADER, dédié au développement rural, règlement 1290-2005. Ces fonds sont financés via le budget général de l'Union, selon le principe de non-affectation des recettes, garantissant une solidarité financière entre États membres. Quels sont les 2 grands piliers de la politique agricole commune? La PAC repose sur 2 piliers,
Le premier pilier centré sur l'activité de production et les marchés. Et le second pilier consacré aux structures agricoles et au développement rural. Historiquement, le premier a été dominant, mais depuis la fin des années 80, l'Union cherche à renforcer le second. Que représentent les organisations communes de marché, OCM, mises en place dès 1962 ? Les OCM ont remplacé les anciens systèmes nationaux pour encadrer la production, les prix et le commerce des produits agricoles. Elles visent à favoriser la libre circulation tout en protégeant les agriculteurs européens, constituant ainsi l'ossature de la PAC. Quels sont les 3 principes fondamentaux sur lesquels reposaient les OCM ? Les OCM reposaient sur 3 piliers: les prix agricoles, les garanties, donc les mécanismes de soutien, et les échanges avec les pays tiers. Ces principes permettaient d'assurer la stabilité des revenus agricoles et du marché européen. Qu'est-ce que le prix d'orientation, le prix d'intervention et le prix de seuil dans le système des prix agricoles ? Le prix d'orientation, c'est le prix de référence, théorique et élevé, fixé pour équilibrer production et consommation. Le prix d'intervention, c'est le filet de sécurité, environ 10 à 20% inférieur au prix d'orientation, déclenchant les achats publics en cas de chute des prix. Le prix de seuil protège le marché européen en interdisant l'importation de produits étrangers vendus en dessous d'un certain prix, principe de préférence européenne. Pourquoi le système des prix garantis a-t-il dû être réformé à partir de la fin des années 80 ? Ce système a entraîné une surproduction massive, un coût budgétaire exorbitant et des distorsions sur le marché mondial. Pour y remédier, l'Union a progressivement abaissé les prix agricoles et instauré des aides directes aux producteurs, marquant la transition vers une PAC plus durable et compatible avec les règles du commerce international. Quel a été l'objectif principal de la réforme de 2003-2009 concernant les aides directes ? Elle a visé à simplifier et unifier le système d'aide grâce à la création du droit au paiement unique, DPU, calculé sur des références historiques. Ce dispositif a permis de remplacer la multitude d'aides existantes par un paiement unique par exploitation, transférable et plus lisible. Quelles innovations ont été introduites par la réforme de 2013 ? La réforme de 2013 a instauré le régime de paiement de base, RPB, une aide forfaitaire à l'hectare, supprimant les anciennes références historiques. Elle a aussi mis en place un paiement redistributif en faveur des petites et moyennes exploitations et a confirmé le découplage des aides, désormais majoritairement indépendantes de la production. En quoi consiste le nouveau régime 2023-2027 ? La PAC actuelle a remplacé le RPB par l'aide de base aux revenus pour un développement durable, versée à l'hectare et assortie d'éco-régimes, environ 25% des paiements directs. Cette aide vise un revenu stable pour les agriculteurs tout en encourageant les pratiques écologiques et le bien-être animal. Que recouvre le principe de verdissement de la PAC ? Le verdissement, représentant 30% du premier pilier, conditionne le versement des aides au respect de 3 obligations: diversification des cultures, maintien des prairies permanentes et surface d'intérêt écologique, au moins 5% au-delà de 15 hectares.
il lie directement le soutien financier à des objectifs environnementaux. Quel est le but de la modulation des aides directes? La modulation consiste à réduire les aides des plus grandes exploitations, jusqu'à 14%, pour redistribuer ces fonds vers les petites exploitations ou vers le second pilier, développement rural. Ce mécanisme corrige la concentration excessive des subventions, puisque 20% des exploitations percevaient encore 80% des aides. Quel était l'objectif principal des mécanismes de garantie dans les anciennes OCM? Les garanties visaient à réguler l'offre et la demande, tout en assurant un revenu minimal aux producteurs. Les organismes d'intervention nationaux rachetaient les excédents agricoles à un prix d'intervention, ce qui protégeait les agriculteurs en cas de surproduction ou de chute des prix. Pourquoi le système de garantie a-t-il été progressivement supprimé? Ce dispositif a entraîné une surproduction massive et un coût budgétaire excessif pour l'Union. Il a donc été abandonné au profit d'un système plus flexible. Les OCM n'accordent plus de garantie automatique de rachat des excédents, marquant la fin des interventions systématiques sur les marchés. Quel est le rôle des droits à l'importation dans le système des OCM? Les droits à l'importation permettent d'aligner les prix mondiaux sur les prix européens, en prélevant la différence entre les deux. Ce mécanisme protège les producteurs européens contre une concurrence étrangère à bas prix, mais il est souvent critiqué comme étant protectionniste. En quoi consistaient les restitutions à l'exportation? Les restitutions, ou aides à l'exportation, compensaient la différence entre les prix européens plus élevés et les prix mondiaux plus bas, en versant une prime aux exportateurs européens. Ce mécanisme a été jugé incompatible avec les règles de l'OMC et a disparu en 2013. Dans quelle situation les clauses de sauvegarde peuvent-elles être activées? Elles peuvent être utilisées dans deux cas. En cas de perturbation du marché européen pour limiter les importations, et en cas de pénurie sur le marché européen pour freiner les exportations excessives. Ces clauses offrent à la Commission européenne un outil de stabilisation conjoncturelle des marchés agricoles. Quelle est la finalité de la réserve de crise instaurée par l'Union européenne? La réserve de crise, dotée de 2 milliards d'euros pour la période 2014 à 2020, sert à soutenir les producteurs européens en cas de perturbation majeure du marché. Elle a été notamment utilisée pour compenser les pertes subies à la suite des sanctions économiques de la Russie liées au conflit ukrainien. Quel est l'objectif de la mise en place d'une OCM unique en 2007? Le règlement CE 1234-2007 a instauré une organisation commune de marché, OCM, unique, afin de simplifier et unifier les règles de gestion des marchés agricoles. Cependant, cette unification est principalement formelle, les régimes sectoriels restant différenciés malgré une volonté de cohérence et de simplification administrative. Quels instruments ont été créés pour réguler la production agricole européenne?
Pour limiter les excédents, l'Union a instauré 3 principaux outils. Les quotas de production, les stabilisateurs agricoles et le gel des terres agricoles. Ces instruments visaient à adapter la production à la demande réelle, tout en maintenant les revenus agricoles. En quoi consistaient les quotas de production et quand ont-ils disparu? Les quotas fixaient un volume maximal de production par producteur, au-delà duquel une pénalité financière était appliquée. Ils ont disparu progressivement, 2006 pour la plupart des produits, 2015 pour le lait et 2017 pour le sucre. Leur suppression marque la fin d'un encadrement strict de la production. Comment la politique des marchés agricoles a-t-elle évolué depuis les années 1990? Elle est passée d'un système interventionniste, prix garanti, régulation des excédents, à un soutien direct aux revenus des agriculteurs, conforme aux règles de l'OMC. Depuis la réforme de 2013, les États membres disposent d'une plus grande flexibilité grâce à leur plan stratégique national PSN, qui permet d'adapter les priorités agricoles aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Quel principe central guide la politique des structures du second pilier de la PAC? La multifonctionnalité de l'agriculture. L'activité agricole ne se limite plus à la production alimentaire, mais inclut aussi des fonctions sociales, territoriales et environnementales, telles que l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement ou le bien-être animal. Quelles réformes ont façonné la politique des structures depuis 1992? 5 réformes majeures ont structuré le second pilier. McSherry de 1992, l'Agenda 2000 de 1999, Luxembourg-Fischler de 2003 et la réforme de 2013, ainsi que la réforme post-Brexit, à ne pas oublier, entre 2020 et 2022. Toutes ont renforcé le développement rural et réduit le poids de l'interventionnisme pur. Quel principe guide le développement rural depuis le règlement de 1999? Trois principes structurent cette politique. Flexibilité, laissant aux États le choix entre plusieurs actions. Décentralisation, confiant la gestion aux États membres. Partenariat, impliquant une coopération entre pouvoirs publics et agriculteurs, notamment via des contrats agro-environnementaux. Quelles sont les principales mesures de soutien aux producteurs dans le cadre du second pilier? Elles incluent le soutien à l'investissement agricole, les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, majorées pendant 5 ans pour les moins de 40 ans, les aides à la pré-retraite, les soutiens aux zones défavorisées ou de montagne, les aides à la sylviculture et aux méthodes respectueuses de l'environnement, et les aides au bien-être animal. Quelle est la logique d'ensemble du développement rural européen? Le développement rural vise à équilibrer rentabilité, durabilité et cohésion territoriale. Il traduit une exception agricole européenne où l'agriculture est reconnue comme un secteur stratégique à la fois économique, social et écologique, justifiant un régime spécifique au sein du marché intérieur.
Pourquoi les financements du développement rural ont-ils fortement augmenté depuis 2003? Parce que l'Union européenne a progressivement réorienté la PAC vers des soutiens verts et non commerciaux, afin de répondre aux règles de l'OMC qui limitent les subventions faussant le commerce. Ces aides visent désormais des objectifs écologiques, sociaux et territoriaux, en lien avec le développement durable. Quel lien existe entre la PAC et les engagements internationaux de l'Union européenne? La PAC s'inscrit dans les engagements internationaux de l'Union, notamment à l'OMC et à l'ONU. Elle contribue à la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement, répondant ainsi aux pressions diplomatiques mondiales et aux obligations environnementales multilatérales. Quel rôle ont joué les petits États insulaires dans l'évolution environnementale de la PAC? En 2023, plusieurs États insulaires vulnérables, le Vanuatu, Fidji, les Maldives, etc., ont saisi la Cour internationale de justice pour obtenir un avis sur les obligations des États face au changement climatique. Leur action a renforcé la pression morale et diplomatique sur les grandes puissances, poussant l'Union à verdir davantage la PAC. Quelles priorités environnementales ont été fixées par la réforme de 2013? Trois domaines majeurs: la biodiversité via la valorisation des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, la gestion durable de l'eau, la lutte contre le changement climatique, les forêts et l'agriculture, jouant un rôle clé dans la captation du CO2. Quels montants financiers traduisent cette évolution? Les aides au développement rural se sont élevées à 77,6 milliards d'euros pour 2007 à 2013, puis à 78 milliards pour 2014 à 2020, soit environ 20% des dépenses totales de la PAC. La réforme de 2013 a aussi permis aux États de transférer jusqu'à 15% des fonds entre les deux piliers pour plus de souplesse budgétaire et un meilleur équilibre entre protection, production et durabilité. Quelle évolution a connue la PAC en matière de qualité des produits? La PAC est passée d'une logique de quantité à une politique fondée sur la qualité et la traçabilité. Ce tournant s'est amorcé dans les années 90 avec la création du label AB, Agriculture biologique, en 1991, ainsi que la mise en place de labels communautaires, AOP, IGP, STG, garantissant la valeur, l'origine et la spécificité des produits européens. Quels sont les trois principaux types de labels de qualité créés par l'Union européenne? Appellation d'origine protégée, produit intégralement élaboré dans une même région, étroitement lié à son terroir. Exemple, Roquefort, piment d'Espelette. Indication géographique protégée, au moins une étape a lieu dans la région d'origine. Transformation, production, élaboration. Exemple, miel de Corse, pruneau d'Agen. Spécialité traditionnelle garantie. Valorise une recette ou une méthode traditionnelle sans exigence géographique. Exemple, la mozzarella, la pizza napolitaine. Comment se déroule la procédure d'attribution d'une AOP ou d'une IGP? Un groupement professionnel soumet un cahier des charges à son gouvernement, qui le transmet à la Commission européenne. Celle-ci publie la demande au JOU,
journal officiel de l'Union européenne, puis ouvre un délai d'opposition de 6 mois. En l'absence d'opposition fondée, la Commission enregistre officiellement la dénomination au registre des AOP-IGP. Quelle a été la portée de l'arrêt FETA grec du 25 octobre 2005 ? La Cour de justice a confirmé la validité de l'AOP FETA en faveur de la Grèce, reconnaissant son ancrage culturel et géographique. Dès lors, le terme FETA ne peut plus être utilisé génériquement par d'autres États membres. Cette décision illustre la protection stricte des dénominations d'origine au sein de l'Union. Quels sont les principaux intérêts des labels communautaires pour les producteurs et les consommateurs ? Ils assurent une protection juridique contre les contrefaçons, une traçabilité et transparence sur la qualité des produits, une valorisation économique et culturelle des produits régionaux, des productions régionales, des produits régionaux, évitant leur banalisation sur le marché. Aujourd'hui, on recense environ 500 AOP et IGP dans l'Union, dont près d'une centaine françaises. Quelles crises ont conduit l'Union européenne à renforcer la sécurité alimentaire ? Les crises de la fin des années 90, vache folle, poulet à la dioxine, fièvre afteuse, peste porcine, ont provoqué une perte majeure de confiance des consommateurs et ont conduit l'Union à instaurer un cadre juridique unifié en matière de sécurité alimentaire. Quel texte fondateur encadre désormais la législation alimentaire européenne ? Le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 constitue le socle de la législation alimentaire de l'Union. Il établit les principes généraux de sécurité, la traçabilité des produits et intègre le principe de précaution, reconnu comme un principe général du droit de l'Union. Arrêt Artegodan du 26 novembre 2002 et Laboratoire Servier du 28 janvier 2003. Quel est le rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, AESA ? Créée par le règlement de 2002, l'AESA est une autorité scientifique indépendante chargée de fournir expertise et avis techniques sur les risques alimentaires, comme par exemple les OGM et les pesticides. Elle n'a pas de pouvoir décisionnel, celui-ci revenant aux institutions politiques de l'Union. Des critiques ont toutefois été émises concernant son indépendance réelle. Comment l'Union garantit-elle la sécurité de la chaîne alimentaire ? Par le principe de la fourche à la fourchette. La surveillance couvre toutes les étapes de la production et de la distribution. Le règlement 854/2004 fixe des règles d'hygiène communes pour les viandes, le lait et les produits laitiers, applicables depuis 2006 dans tous les États membres. Dernière question avant de passer au cas pratique. Quelle est l'évolution globale de la PAC depuis les années 2000 ? La PAC a évolué vers une politique plus durable, décentralisée et écologique. Disparition progressive des mécanismes d'intervention sur les marchés, généralisation des aides directes conditionnées, accent sur le verdissement et le développement rural, adaptation aux règles de l'OMC et aux enjeux climatiques, et réduction budgétaire liée au Brexit, relançant le débat sur la répartition des fonds entre États européens. On va maintenant passer au cas pratique. Je vais vous lire le cas pratique et puis le résoudre directement. L'entreprise Terra Nova, située en France, produit du fromage de brebis baptisé Feta des Alpes, qu'elle exporte massivement vers plusieurs pays de l'Union européenne. Elle perçoit chaque année des aides directes au titre du premier pilier de la PAC, notamment l'aide de base aux revenus pour un développement durable.
Cependant, une inspection nationale révèle que Terra Nova ne respecte pas certaines obligations de conditionnalité environnementale. Absence de haies, labour de prairies permanentes, usage excessif de pesticides. Par ailleurs, la Commission européenne reçoit une plainte de la Grèce, considérant que l'appellation Feta des Alpes viole la protection accordée à l'AOP Feta par le règlement 510/2006 et la jurisprudence CJCE RFA et Danemark contre Commission du 25 octobre 2005. Enfin, à la suite d'un accord commercial conclu entre l'Union européenne et un pays tiers, les produits agricoles européens subissent une forte concurrence sur le marché mondial. Terra Nova réclame une aide compensatoire au titre de la stabilité des marchés agricoles. Les autorités françaises suspendent temporairement les aides à Terra Nova et interdisent la commercialisation de la Feta des Alpes. L'entreprise conteste devant le juge administratif français, invoquant une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété. Une question se pose alors. Les autorités nationales peuvent-elles suspendre les aides européennes et interdire la commercialisation d'un produit agricole au motif du non-respect des règles environnementales et de la violation d'une appellation d'origine protégée? Nous allons répondre à cette question en 3 grandes parties. Premièrement, la suspension des aides directes pour non-respect de la conditionnalité environnementale. Deuxièmement, l'interdiction de commercialisation au regard du droit des appellations protégées. Troisièmement, la demande d'aide compensatoire au titre de la stabilité des marchés. Commençons par la suspension des aides directes pour non-respect de la conditionnalité environnementale. Selon le règlement UE 2021-2115 de la PAC 2023-2027, les aides directes du premier pilier sont subordonnées au respect des exigences de conditionnalité. Ces exigences comprennent notamment la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et la présence de surfaces d'intérêt écologique. C'est le principe de verdissement. En cas de manquement, les États membres peuvent réduire ou suspendre les paiements conformément au principe de conditionnalité inscrit dans le règlement 1782/2003, renforcé par la réforme de 2013. En l'espèce, Terra Nova a labouré des prairies permanentes et supprimé les haies, pratique interdite par la réglementation environnementale européenne. Ces manquements caractérisent une violation des exigences de conditionnalité, compromettant les objectifs de durabilité de la PAC. Par conséquent, les autorités françaises étaient fondées à suspendre le versement des aides jusqu'à régularisation, sans méconnaître la liberté d'entreprendre, dès lors que cette sanction découle du principe de verdissement obligatoire. Deuxième partie, sur l'interdiction de commercialisation au regard du droit des appellations protégées. Selon le règlement 510/2006, une appellation d'origine protégée, AOP, ne peut être utilisée que pour un produit élaboré dans la région géographique concernée et répondant à un cahier des charges homologué. La Cour de justice, dans l'arrêt CJCE du 25 octobre 2005, RFA et Danemark contre Commission, a confirmé que la dénomination Feta est réservée aux fromages produits en Grèce. Toute utilisation d'une appellation similaire susceptible de tromper le consommateur constitue une violation du droit de l'Union. En l'espèce, Terra Nova commercialise un fromage appelé Feta des Alpes, fabriqué en France, et non conforme au cahier des charges grec. Cette appellation crée une confusion évidente dans l'esprit du consommateur et constitue une atteinte à la protection de l'AOP Feta, reconnue par la Commission et la CJE. En conclusion, l'interdiction de commercialisation décidée par les autorités françaises est justifiée. Elle découle directement du principe de protection des indications géographiques prévues par le droit de l'Union. Troisièmement et dernièrement, la demande d'aide compensatoire au titre de la stabilité des marchés. Les aides compensatoires pour déséquilibre de marché relèvent du premier pilier de la PAC, dans le cadre du règlement UE
1308-2013 sur les organisations communes de marché, OCM. Ces aides ne sont accordées que lorsqu'un mécanisme de crise est déclenché, notamment via la réserve de crise agricole dotée de 2 milliards d'euros 2014 à 2020. Elle vise à soutenir les producteurs touchés par un événement exceptionnel affectant gravement le marché européen. En l'espèce, la baisse de compétitivité résultant d'un accord commercial international n'est pas une crise exceptionnelle, mais un ajustement structurel du marché mondial. Terra Nova ne démontre pas une perturbation spécifique de son secteur, ni un déclenchement officiel de la réserve de crise par la Commission européenne. Par conséquent, la société Terra Nova ne peut pas prétendre à une aide compensatoire, les conditions d'intervention de la réserve de crise n'étant pas réunies. En conclusion générale, les décisions des autorités nationales sont juridiquement fondées. La suspension des aides découle du non-respect de la conditionnalité environnementale, conforme à la réforme de la PAC et au règlement 2021-2115. L'interdiction de la dénomination Feta des Alpes respecte la protection absolue des AOP en droit de l'Union. Et l'absence de crise exceptionnelle justifie le refus d'aide compensatoire. En conséquence, la requête de Terra Nova doit être rejetée. Les mesures contestées poursuivent un objectif d'intérêt général européen, la durabilité agricole, la protection du consommateur et la préservation du domaine du modèle agricole européen fondé sur la multifonctionnalité. Ça y est, vous pouvez respirer. Franchement, si vous m'avez suivi jusque-là, chapeau, parce que je sais très bien que la PAC, c'est pas le morceau le plus passionnant du droit européen. C'est dense, c'est technique, et parfois on se demande même pourquoi on doit connaître tout ça par cœur. Mais bon, c'est aussi l'une des politiques les plus anciennes et les plus symboliques de l'Union, donc on n'a pas trop le choix. Bref, si cette session de révision vous aide à y voir plus clair, abonnez-vous, parce qu'on continue ensemble avec d'autres leçons de droit européen, et je vous promets, les prochaines seront un peu plus vivantes que la politique agricole commune.